Chers amis, bienvenue. Voici une nouvelle rencontre sur ABC. Je suis ravi de vous accueillir et merci encore une fois de votre fidélité et l'ensemble des commentaires que vous allez laisser sur cette émission parce que je sais qu'elle ne va pas laisser indifférente. Vu la personnalité que nous recevons sur ces canapés, elle se prénomme Anissa. Anissa Lalaoum. Bonjour Anissa. Bonjour Marc. Vous avez déjà envie de rire avant même qu'on ait commencé l'émission. Elle m'a dit ça. Avant l'émission, elle m'a dit on va rire, hein, je sens qu'on va rire. Et pourtant, c'est peut-être pas nécessairement un sujet. Enfin, les sujets qu'on va aborder ne sont pas nécessairement des sujets extrêmement légers. Si. Bah, ça dépend comment on les regarde. Et sous quel angle on les prend. Voilà, c'est ça, la question de perception. Exactement. Le paradis existe, oui, il est là même. Le paradis existe et c'est vous qui le créez. C'est un livre intéressant qui va peut-être vous permettre de cheminer, de vous poser en tout cas des questions. Un mot sur ce, on y reviendra évidemment, mais un mot sur ce livre. De quelle manière vous l'avez conçu? Avec qui? Qui est cette deuxième personne? On est même trois. Trois. Il y a Julie aussi. Il y a Julie, ben oui, puisque c'est elle qui a écrit le livre au final, et Géraud, donc mon mari. Donc on l'a écrit à trois. Nous on a dicté, et puis Julie elle a écrit. En canalisation? Non. Non. Non, vraiment on a raconté notre histoire, voilà, avec le plus de simplicité possible. Et en fait on s'est rendu compte qu'au bout de quelques semaines, j'ai dit à Julie, bah voilà, j'ai plus rien à raconter. Et elle m'a dit, je crois qu'on a fini le livre. Et elle m'a dit, non, en fait, je crois qu'il commence. Et en fait, wow. L'originalité du livre, c'est que pendant qu'on raconte notre histoire à Julie, en fait, elle vit la transformation au fur et à mesure qu'on lui communique en fait, les outils que nous, on a reçus et toute la transformation qu'on a vécue, elle est en train de la vivre au fur et à mesure. Alors, j'étais presque embêté au départ, Anissa, parce que je ne savais pas très bien comment vous présenter. Parce que vous avez une palette d'étiquettes qui est juste incroyable, artiste, auteur évidemment, mentor spirituel. Quelle est en tout cas la définition qui est censée vous définir au mieux? J'aime bien le terme de love healer, c'est celui que je préfère. Maintenant, mentor spirituel, ça parle plus. Love healer? Love healer, vraiment guérisseuse de la relation à l'amour. Parce que même ça, il faut bien choisir les mots. Donc à chaque fois. Donc love healer, je sais que les gens, ils aiment bien ce terme. Et sinon, mentor spirituel. Mentor spirituel. Et alors j'imagine sur un document administratif, mentor spirituel. Ça passe pas trop. Ça passe pas très bien. Non, généralement je dis coach, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Je reviens d'Algérie, là c'est pareil, profession, t'es coach. Puis parfois coach, artiste. Voilà. Mais ce qui passe. Oui, c'est ça, ouais, peu importe. Hein. Juste on passe la douane. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir Anissa sur ces canapés? Parce que ce qu'on aime particulièrement dans les rencontres, c'est vous raconter justement des parcours de vie. Votre parcours, il est aussi un peu chaotique, il a été cabossé aussi quand même, il faut le dire, parce que vous n'étiez pas du tout prédestiné à ce que vous êtes aujourd'hui. Non, enfin, officiellement, non. Officiellement, non. Dans la voie dite classique, non. Non. Voilà. Non. D'où venez-vous? Alors, à la base, donc, je suis d'origine algérienne, c'est important de le préciser. Je suis née en France et j'ai fait la petite enfance après en Algérie. Et après, je suis revenue du jour au lendemain à l'aube de la guerre civile. Et après, cheminement chaotique parce que depuis le début, je ne sais pas ce que je fous là en fait. C'est vrai, vous vous posez ces questions-là existentielles, hein? C'est qu'est-ce que je fous là et vraiment, je ne comprends pas ce monde. Et pour moi, il y a un truc qui ne va pas, mais comme tout le monde a l'air de savoir où il va, donc je me suis dit, peut-être que voilà, exactement, c'est moi le problème. Et donc, si c'est moi le problème, il ne faut surtout pas que j'en parle, parce que si j'en parle, je vais être enfermée, quoi. Il va y avoir un problème. J'ai vraiment cette peur-là. Hein. Comment ça se manifeste quand vous êtes petite comme ça, ce décalage face à cette vie de tous les jours et ces gens qui vous semblent complètement à côté de vos perceptions, de vos ressentis, de vos intuitions? Vous êtes quoi? Vous êtes malheureuse? Vous êtes, Ah oui, clairement. D'ailleurs, ma mère, elle me disait parfois, elle me disait, on va compter le nombre de fois où tu souris. Elle disait ça, elle avait raison, hein, parce que j'étais complètement déprimée en fait. Depuis petite, j'étais en dépression. Et en mode bon, après à l'adolescence, je me suis dit il faut que je parte. Il faut que je parte, mais genre je veux mourir. Je veux me suicider, je veux que ça s'arrête parce que c'est pas possible. Ah oui. J'ai été sauvée par ma foi parce que j'étais très pratiquante, très religieuse. Et j'étais en mode bon bah c'est interdit donc je peux pas le faire. Donc on va continuer jusqu'au bout. Et puis en plus je me suis dit si je me rate quand même c'est chiant. Voilà. Parce que bon, je suis quand même pas mal, quoi. Je veux dire, je m'aimais pas trop. Ouais. Ça va quand même. Ouais. Dans l'ensemble, ma mère me disait que j'étais belle, donc ça va. Mais ouais, j'avais envie de partir. C'était long. C'était long. Je voulais être adulte. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est chiant. J'imagine que vos parents sont un peu désemparés face à une petite fille comme ça qui ne grandit pas comme elle devrait grandir.
Je crois pas. Je crois qu'ils avaient leur truc à eux déjà. Je crois que les parents, ils font ce qu'ils peuvent, en fait. Mais c'est clair que peut-être plus tard, ils ont été désemparés quand vraiment... Peut-être quand j'ai eu mon burn-out et que j'ai commencé à peindre, là, mon père, il s'est dit, ouais, non, elle est un peu bizarre quand Ouais, même. c'est ça. Là, quand même. Ça va pas Elle bien. était là. quand même banquière. Ouais, alors c'est quand ça, même bien, parce qu'on y vient. La question, c'est comment est-ce que vous grandissez? Quelle est votre évolution dite scolaire? Et vous choisissez le milieu de la banque. Ouais, on va dire ça comme ça, quoi. Mais non, moi, à la base, je comprends rien. Je me trouve très bête, vraiment pas très intelligente. Je galère pour apprendre mes leçons. J'ai pas de très bonnes notes à l'école. Donc, en Algérie, j'avais d'excellentes notes. J'étais toujours première. Ça, après la cassure de revenir en France, je suis plutôt au fond de la classe. J'ai des moins au dictée. C'est genre, on peut pas mettre -0. Donc, c'était un peu dur. Donc, écrire un livre avec ce trauma-là, c'était un peu compliqué. Et en fait, je vais avancer, mais genre, bon. Donc, qu'est-ce qui se profile à moi? C'est le mariage, parce que c'est tout ce que je connais. On m'a dit que se marier, ça ouvrait des portes du bonheur, peut-être. Hein, dans ma culture d'origine, c'est le mariage, c'est une consécration. Donc, je me suis dit, donc je me suis mariée, et puis je me suis dit, mince. Jeune? Non, 28 ans. Bon. Voilà. J'ai bien respecté plein de choses, 28 ans, je suis restée bien tranquille jusqu'à 28 ans. Et puis, je suis mariée, il ne s'est pas passé grand-chose. C'était même pire. Je me suis dit, merde, je me suis plantée. D'accord. Donc, là non plus, ça fonctionne voilà, pas. ça ne marche pas non plus. Donc, je suis rentrée à la banque par hasard parce qu'à la base, bon, j'ai travaillé très tôt parce que je voulais gagner de l'argent, parce que je voulais être autonome. Mais pareil, je m'ennuyais à mourir, je m'épanouissais pas, je comprenais pas ce que je foutais là et vraiment c'était long. Donc le mariage, ça n'a rien fait. Et après, c'était la banque, je suis rentrée par hasard, je savais pas que c'était une banque. Je cherchais à être commerciale. Et voilà, et puis on m'a dit, c'est une banque. Je fais, ok, d'accord, super. Et puis quand j'en ai parlé à mon père, je suis quand même issue de l'immigration, je suis troisième génération. Donc mon père, une banque, c'est bien quoi. C'est trop bien. Donc il m'a dit, va à la banque, c'est bien et tout. Et donc je suis rentrée à la banque et j'y suis restée 15 ans. Alors j'ai détesté la banque dès le début. Alors mais ça c'est extraordinaire, déjà rien que ça. C'est-à-dire que vous vous êtes infligé un truc qui a duré 15 piges, alors que c'était pas du tout votre milieu, votre état d'esprit. Vous n'êtes pas heureuse encore 15 ans de plus, quoi. Si, l'abondance. Être au milieu de l'abondance financière, c'était pas mal. Mais bon, je connaissais pas ces termes à l'époque. Je savais pas du tout ce que c'était qu'une remise de chèque. Enfin, c'était une catastrophe. Hein. Et quand j'en ai parlé à mon père, je lui ai dit, écoute papa, je vais mourir, je crois, à la banque. C'est un bureau fermé. Enfin non, je peux pas, quoi. Il m'a dit, écoute, il me l'a dit en arabe, il m'a dit, sois patiente. Donc la résilience, quoi, des anciens. Il m'a dit, sois patiente, c'est un bon poste, etc. Et donc j'ai attendu. J'ai fini par aimer parce que j'aime les gens. Ouais. Et que c'était cool et que je suis douée quand même. J'étais hyper douée pour vraiment proposer les bonnes choses aux bonnes personnes. Ouais. Donc vraiment d'être au service, ça m'a plu. Très empathique. Donc oui, fallait au moins ça. L'empathie par la douleur, c'est pas terrible, mais on en parlera. Et donc du coup, je suis restée parce que j'ai évolué. Puis j'étais bien, enfin, il n'y avait pas de raison. Hein. Je pense qu'on s'habitue, même quand c'est chiant, à la colère, la misère, les traumas. On finit par aimer ça. Hein. Voilà, on en mange tous les jours, puis c'est sympa. Et puis, au bout de 10 ans, j'étais au fond du trou. Dans le mariage, ça ne se passait pas bien du tout. Je me suis dit peut-être que l'enfant, peut-être que mon fils allait changer quelque chose. Et non, hein, c'est toujours le truc de je vais attendre que quelque chose arrive et je vais me sentir mieux. Et en fait, non. Et donc, c'est quand j'ai divorcé, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Le divorce, c'est un vrai trauma. Hein, c'est comme si j'étais passée sous un bus. Ça peut. Et franchement, c'était une catastrophe. Certains divorces se passent bien, d'autres sont beaucoup plus compliqués. Moi, c'est plus le truc de c'était pas dans le business plan. C'est en mode je connais pas, quoi. Vous parlez de votre business plan. Ouais, j'adore, hein. La banque, quoi. Ouais. Et donc, c'était pas dans le business plan, et donc c'était vraiment un choc. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je me suis mariée, j'ai eu l'enfant, l'argent, la situation, le 4x4, la maison, j'ai tout. Ouais, c'est ça. Mais là, maintenant, j'ai plus de business plan, donc c'est quoi? Donc, descente aux enfers. Et c'est là où ça a commencé à partir en cacahuète, en mode, si je l'ai pas prévu, c'est que je peux pas le contrôler. Ouais. Si je peux pas le contrôler, c'est l'inconnu total. Si c'est l'inconnu total, ça y est, je frôle la folie, quoi. Donc c'était ça, et puis ça a duré à peu près, je pense 2 ans comme ça, avec chercher l'amour. Moi, c'est mon truc romantique. Je suis le mariage, ça n'a pas marché. Donc vas-y, je vais rencontrer l'homme de mes rêves maintenant. On y va, go. Quoi. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré à peu près aux alentours de 180 hommes, à peu près en 2-3 ans. Ouais, mais non. Ça, si. 180 hommes. À peu près, je dis 200, comme ça j'arrondis. Voilà.
Sérieux? Ouais, ouais. Genre, parfois, j'en rencontrais 3 par jour, quoi. J'étais en mode, de toute façon, c'est une évidence. Donc, comme je suis romantique, la première fois, c'était pas le coup de foudre, donc obligé. Je vais le voir, je vais le reconnaître. C'est comme la robe de mariée, on y va, quoi. Et donc, comme ils arrivaient et puis ils me plaisaient pas, je dis non. C'était pire que Tinder. Moi, j'ai pas connu Tinder, mais c'était en mode non, non, non. J'arrivais, je fais non. Voilà. Et donc, pareil, hein, jusqu'au jour où j'ai une espèce de révélation et je me dis, purée, mais je raconte ça à mes copines, je tiens un journal de bord et tout ça, je pourrais écrire un livre sur l'amour, parce que c'est l'amour qui me passionne. Et je fais quand même, hein, je rencontre que des cas sociaux. Hein, je fais purée. Je dis, voilà, il y en a beaucoup quand même. Hein. Après, j'ai cette réflexion et je me dis, mais c'est quoi le dénominateur commun entre tous ces cas sociaux? Quel est le message? Il n'y avait pas de message, c'est quoi le dénominateur, c'est tout, et c'était moi. Je me disais, attends, mais si c'est des cas sociaux, c'est que j'en suis une en fait. Donc le problème, c'est pas eux, c'est moi, quoi. Parce que j'avais pas les clés, quoi, encore. Donc voilà, donc j'ai arrêté de rencontrer. Je me suis dit, bon, il faut que je me change moi. Et je savais pas ce que c'était changer, donc j'ai regardé Arte. Je me suis dit, c'est ça, changer. Je vais devenir intelligente. Je vais devenir une femme incroyable. Je vous jure, j'ai éteint toutes les chaînes, je regardais que Arte, quoi. Et je regardais Arte tous les jours. Je me suis dit, je vais devenir intelligente. Comme ça, je vais attirer un autre type d'homme. Et ça a marché. Incroyable. Et ça a marché. C'était trop bien. J'ai attiré des hommes, waouh. Je les voyais arriver, ah ouais, ça marche. Je connaissais rien, ni développement personnel. J'ai jamais entendu parler de ce terme. Où était la dimension spirituelle dans votre vie jusqu'à présent? La religion. C'est tout? La religion, voilà, avec toute la culpabilité que ça représente. C'était une cata. Parce qu'en plus, dès que je faisais un truc un peu de travers, je me suis dit, oh purée, je vais finir en enfer surtout. Et c'était dur parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah foutu pour foutu. Voilà. Mais je continuais quand même à être hyper attachée au divin. Vraiment en mode, si je lâche ça, je suis foutue. Ça y est, je finis en asile et c'est terminé, quoi. Donc j'ai vraiment j'ai frôlé ces espaces-là. Bon, bien sûr, je suis partie voir un psy, tant qu'à faire, parce que j'étais la dingo de la famille, donc si un psy, il faut y aller. Et ça m'a aidée, vite fait, parce que c'était long quand même. 45 minutes par semaine, toutes les semaines, pour aller regarder mes rêves. C'était un peu chiant, quoi. Moi, j'avais besoin de réponses rapides. Bon, sinon, concrètement, je fais comment pour rencontrer l'homme de mes rêves? Mais c'était non, mais j'allais dire la psychose. Non, je veux dire l'obsession, c'était ça. Rencontrer l'homme de votre vie. L'obsession, c'était l'amour. Mais alors, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est pas la même chose. Vous cherchez l'amour. C'est ça. Que vous n'avez pas eu? Non, je crois que je cherchais l'amour que nous sommes, on va le dire clairement. Mais sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était ça. En fait, parce que bien sûr, un homme ne pouvait pas m'apporter l'amour que nous sommes, ni l'enfant, ni les enfants, ni l'argent, ni rien du tout. Et donc, j'ai mis des années en fait, à comprendre que je cherchais quelque chose que rien ne pouvait m'apporter, hormis l'amour que nous sommes. Et c'est pour ça que je cherchais. Et oui, j'ai rencontré mon mari, c'est extraordinaire. L'histoire est catastrophique, bien évidemment, pour ceux qui liront le livre. En deux mots, sans spoiler. C'est catastrophique. Je l'ai rencontré à un moment où j'étais vraiment au fond du trou, clairement. C'était sur un site de rencontre. C'était le jour où je voulais me désinscrire. Au final, je vais lui raconter toute ma vie, donc en mode dépressive. Un truc qu'il ne faut jamais faire sur un site de rencontre, bien sûr. Et puis, il m'a écouté pendant 3 heures. Et puis, au bout de 3 heures, il m'a dit je crois que je suis folle. Et il m'a dit non. Il m'a dit t'es tout à fait normal, mais il n'y a personne qui te comprend. Je lui ai dit mais t'es qui, toi? Et c'était par Internet. Je lui ai dit donne-moi ton numéro avant que tu disparaisses, s'il te plaît. Et donc, quand je l'ai rencontré, finalement, c'était pas mon type. Et finalement, lui, il voulait me serrer, hein, clairement. Il m'a dit toi, voilà. Je suis arrivée avec des talons fuchsia, une robe hyper sexy, enfin bref, tout un truc sympa. Et puis, sauf que comme il était sur un site de rencontre, eh ben, on était 2 ce jour-là, et puis il ne m'a pas choisi, quoi. Et puis après, on a vécu toute une histoire chaotique, dépendance affective. Non, mais l'histoire, elle est tellement dingue que franchement, je ne peux pas la raconter en 2 minutes. Mais c'est lui qui m'a donné cette phrase, d'ailleurs. On prenait un café, et puis il m'a dit, de toute façon, tu sais, le paradis et l'enfer n'existent pas. Quand il m'a dit ça, en fait, il y a une espèce de... C'est comme s'il avait flashé un QR code dans ma tête. Et je fais, c'est quoi ça? Et je lui dis ce truc-là, et j'ai reconnu une vibration qui était juste. Et ça, j'ai fait, personne ne m'a jamais dit ça.
C'est-à-dire, t'es le seul qui parle ce langage-là, et il fallait que je le chope, il fallait pas que je le lâche. Sauf que ça s'est transformé en dépendance affective. Et donc, je lui courais après, et forcément, bah lui, il s'est vite barré parce qu'il s'est dit, celle-là, elle est un peu dingo, et donc il est parti avec l'autre. Suis-moi, je te fuis. Ouais. Il est parti avec une autre. Donc, voilà. Restez avec nous. Restez avec nous, il va y avoir du mieux. Il va y avoir du mieux dans la vie d'Anissa parce que c'est assez rocambolesque quand même. Hein. Oh, ouais, c'était la cata. Ouais. Alors, le point de bascule, le switch, qui fait que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, c'est à quel moment vous pouvez vous dire, voilà, c'est ça qui a véritablement transformé ma vie. C'est quand même la rencontre de votre mari, même si elle a été compliquée? Oui, lui, ça a été une révélation parce que c'est lui qui m'a apporté des réponses qu'il avait. Hein. Je veux dire, lui, il était déjà dans ce cheminement spirituel. Ça faisait 10 ans, développement personnel. Voilà. Il était vraiment, il avait de l'avance sur moi sur ce sujet-là. Moi, c'est un monde que je ne connaissais pas. Il me faisait très peur. Le point de bascule, ça a été la descente aux enfers pendant presque 1 an. J'ai été à Los Angeles, j'ai perdu pied là-bas. Et je sentais que je suis en train de devenir folle, ça y est. Et c'est à un moment donné, une amie me dit, écoute, je crois que tu vas pas bien. C'est le moment de prendre des médicaments, quoi. Elle m'a dit, il y a des gens, tu sais, des antidépresseurs, tu ne citeras pas les marques. Et en fait, j'étais super en colère après elle. Parce que je me suis dit, merde, purée, c'est une bonne amie, et elle me dit d'aller prendre des antidépresseurs. Même elle me comprend pas, quoi. Et au final, comme c'était la deuxième personne qui me disait ça, en peu de temps, je me suis dit, allez, peut-être c'est la seule solution. Parce que j'étais toute seule dans mon monde, quoi. Et donc, je suis partie voir mon psy, et mon psy m'a dit la même chose, mais ouais, c'est bien, là, on est au max, là. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin, et j'avais rendez-vous le lundi. Et le dimanche, j'ai parlé à Géraud, mon mari. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit, en fait, t'es normal. J'ai annulé mon rendez-vous chez le médecin. Oh, il vous sauve la vie. Ah, mais carrément. Il est arrivé vraiment à ce moment-là. Et là, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, j'ai juste vu ma life, et puis ça va passer. Et à un moment donné, il se passe un truc, c'est que pendant un été, je sais pas, je commence à avoir des sensations où je sens des présences, je peux plus dormir, la lumière éteinte, où je me dis, il y a un truc qui se passe, quoi, et ça va pas, quoi. Je suis en train de perdre pied, ça va pas du tout. Je savais pas que c'était un processus d'éveil, hein, du tout, et je vais m'effondrer au travail, et je vais sentir des présences, et comme dans ma culture d'origine, quand je sens des présences, c'est que je suis possédée, donc je pense que je suis possédée, en fait. Donc je fais intervenir des chamans de chez nous, qu'on appelle des laris, des trucs comme ça. Donc ils viennent, j'avale de l'eau par le nez, ils me font lire des trucs et tout. Et ça marche, hein, parce que vraiment, j'ai l'impression que j'ai des autres voix, j'ai des trucs. Et en fait, à un moment donné, je mange des trucs improbables, enfin bref. Et à un moment donné, j'en ai marre. En fait, je suis en train de vivre un enfer, je suis en train de vivre cette nuit noire de l'âme qui va durer 3 mois. Je retourne plus jamais à la banque, je m'effondre. Celui qui va devenir mon mari me regarde droit dans les yeux et me dit, de toute façon, tu sais quoi, tu retourneras jamais à la banque. Je te le dis, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais je dis, attends, moi j'ai un crédit sur 25 ans, je suis toute seule avec un enfant. Toi, t'es un vagabond, tu sais ce que c'est. Moi, je suis pas dans ton délire. J'ai besoin de sécurité, hein, pour m'être attirée jusqu'à être en Amour et sécurité. Ah, complètement. Alors là, amour, sécurité, il faut que je maîtrise bien, je contrôle bien l'avenir. Hein, bien. Je me suis pas mise dans une banque inconsciemment pour rien. Hein. C'est le lieu le plus sécurisé au monde, quand même. C'est sûr. D'accord ? Censé. Voilà, censé, bien sûr, parce que c'est pas du tout le cas, parce que j'ai vécu un braquage, bref. Ça, c'est autre chose. C'est la meuf qui s'en sort pas, quoi. Et donc la nuit noire de l'âme, ça a été un enfer, clairement. Si l'enfer existe, ça ressemble à ça. C'est en gros, je suis H24 avec moi-même, mais avec mes démons, quoi. C'est-à-dire que quand je dors, j'ai des démons. Quand je suis réveillée, j'ai des démons. Mais vraiment, c'est des démons. C'est-à-dire que quand je fais des cauchemars, les cauchemars, je les vis entièrement. Enfin, c'est une catastrophe. Il ne faut pas que je m'endorme, parce que si je m'endors, je fais des cauchemars. Et quand je m'endors, j'ai une espèce, juste avant de m'endormir, j'ai une espèce de lumière qui vient vers moi. Et elle me fait très, très peur. Et donc, je me dis, c'est bon, je vais mourir. Donc, je vais vivre ça pendant 3 mois. Et Géraud a veillé sur moi pendant ces 3 mois-là. Hein. Il dormait au pied de mon lit. Il dormait dans le salon. Il m'a dit, moi, je suis là pour veiller sur toi, pour que tu puisses traverser ça. C'est de l'amour. Bah, on était dans le véritable amour, quoi. Et il me dit, quand j'aurai fini, je partirai. Parce que bon, t'es la femme parfaite, mais ça sera pas toi. Parce que ça, vous savez, alors ce genre de phrase, non seulement c'est insupportable, mais en plus, il y a une deuxième phrase, moi, qui est comme ça, c'est « je t'aime, mais je te quitte ». Ouais. C'est insupportable. Ne m'aime pas, s'il te plaît. Ne m'aime pas, exact. Ne m'aime pas. Non, mais on est bien d'accord. Mais oui, enfin, franchement, je t'aime, mais je te quitte.
Je vous assure, ça on peut philosopher là-dessus pendant 10 plombs. C'est insupportable ce genre de phrase. Moi la paix. D'où ça sort ce truc-là? Bon, c'est des phrases toutes faites. Belle preuve d'amour. Il veille sur vous pendant toute cette période extrêmement sombre. À l'issue de ces 3 mois? À l'issue de ces 3 mois, en fait, à un moment donné, je vois que ça bouge pas dans notre système. Il me voit pas. J'ai une super bonne amie qui me dit, tu sais, Géraud, il t'aime pas. Il te voit pas. Donc laisse tomber. Et moi, j'étais toujours sur l'amour, quoi. Je suis en mode... C'est terrible, ça, quand même. Je lâche pas. Faites un focus là-dessus. Hein. Ah ouais, c'est l'amour. Il n'y a rien à faire. Je comprenais pas déjà petite comment les gens s'aimaient. Pour moi, il y avait un truc faux. Les gens mentent. Ils s'aiment pas vraiment. Ils font semblant. Et je le sais, je le vois et ça m'agace, en fait. Ça m'énerve. Je suis super en colère. Enfin, bref. Et en fait, à un moment donné, je prends mon courage à 2 mains, je vais vivre un truc. Je suis en train de perdre pied encore. J'arrive pas à me sortir de cet enfer. Mais c'est un moment où je vais rencontrer un autre mentor, incroyable, qui s'appelle Marc d'ailleurs. Il s'appelle Marc Sarienkoff, qui est encore vivant aujourd'hui. Et c'est un ange en fait, hein, vraiment. Il a étudié un cours en miracle pendant des années. Il a 40 ans, 50 ans de crèmerie, comme il dit derrière lui. Et lui, il va atterrir dans ma vie et je pète des plombs encore dans ma vie parce que je suis complètement possédée par mon ego. Et à un moment donné, je dis, écoute, j'en peux plus, je suis au fond du trou, aide-moi, quoi. Et il me dit, oh, pas de problème. Bon, c'est un monsieur de 70 ans qui mange des chamallows, donc pas de problème. Il me dit, le problème, c'est la séparation. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais quelle séparation? De quoi parlez-vous? Exactement. Je dis, moi, ce que je veux, c'est juste que Géraud m'aime. S'il te plaît, si tu peux me dire comment on fait. Et il m'a dit, non, le problème, c'est la séparation. Séparation avec la source. Ce que tu cherches, c'est l'amour que nous sommes. Et en fait, ce qui se débat en toi, c'est ton ego. Donc, soit tu continues et puis tu sombres, soit tu renonces et tu acceptes, quoi. Et donc, je lui dis, écoute, on fait comment? C'est ça. Et il m'a dit, t'inquiète, ça va venir, t'es déjà dedans, en fait. Et donc, voilà, c'est passé comme ça. Et donc, concrètement, la bascule, elle se passe à un moment donné où c'est un week-end. Géraud part avec des amis en Allemagne. Moi, je suis en souffrance et je lui dis, me laisse pas toute seule, je crois que je vais mourir si tu pars. Et il me dit, ouais, c'est ton problème. Hein. Il me dit, à un moment donné, je vais arrêter de te sauver, quoi. Je veux dire, c'est pas mon rôle. Et donc, il part. Et personne ne veut être avec moi ce week-end-là. Donc, je me retrouve toute seule à la maison. Mon fils est chez son père. Et j'appelle une amie. Elle me dit, je peux pas venir. Voilà, débrouille-toi. Et donc, je me retrouve seule avec moi-même, avec mes démons, avec ses présences, tout ça. Et en fait, je me retrouvais à l'hôpital. Et parce que je vais avoir une bartholinite. Donc, c'est les glandes de Bartholin qui sont bouchées. Donc, je me retrouve en urgence à me faire opérer. Et pendant cette nuit-là, en fait, je vais avoir une espèce de révélation en mode, tu vois, tu es toute seule, en fait. Tu peux compter sur personne et personne ne te sauvera en fait de ce que tu es en train de vivre là. Personne en fait. Et moi, je voulais m'accrocher à quelqu'un. Et tant que je m'accrochais à quelqu'un, j'y arrivais pas. Et en fait, je suis juste toute seule avec moi-même. Et à ce moment-là, je suis en mode, ok, foutu pour foutu. Je vis mon enfer toute seule. Personne n'en meurt. Et donc, j'ai Marc qui m'écrit pendant cette nuit-là. Et donc, il me parle d'amour, du véritable amour. Je lui avais écrit toute une lettre qui est dans le livre, qui fait 4 pages. Et il va me répondre et à ce moment-là, je comprends que le cheminement va être solo. Et donc, quand je rentre de ce week-end-là, je dis à Géraud, je le vois et je lui dis, écoute, merci, tu peux partir, je vais me débrouiller toute seule maintenant. De toute façon, je ne vais pas en mourir. Et franchement, ça a été une des décisions les plus difficiles, vraiment, de dire, je vais vivre mon enfer toute seule. Mais surtout que vous êtes toujours amoureuse encore à ce moment-là. Ah oui. Éperdument. Ah oui, non, mais Géraud, il est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est des perles rares. Voilà. Il accepte? Pendant quelques minutes éternelles, avec une vraie décision dans mode, je vais en souvenir, mais c'est pas grave. Je m'en fous maintenant et j'accepte vraiment qu'il parte. Hein. Et il y a un long silence et puis il va pour partir comme ça, il va pour sortir et puis il me fait, je vais chercher mes affaires. Et donc, parce que il habitait au fond du jardin, et donc il est parti chercher ses affaires et il m'a dit, maintenant en fait, ça peut commencer entre nous. Et maintenant, je décide de rester. Et c'est très difficile parce qu'à ce moment-là, moi, en fait, j'avais plus envie parce que, d'accord, je suis amoureuse, mais en gros, casse-toi, quoi. Enfin, je veux dire, tu reconnais pas ma valeur, t'es pas là quand j'en ai besoin. En fait, tu me mérites pas, salut. Il y aura quelqu'un d'autre, tu vois. Il a été là. Il était là, mais plus comme une mission que le véritable amour. Que le véritable amour. Voilà. Mais l'autre, moi, mon ego, c'était en mode, non. Ouais. Ah non, salut. Enfin, moi, je connais ma valeur, donc maintenant, je vais me débrouiller toute seule.
Ça veut Merci. dire que vous avez switché comme ça en l'espace de J'ai très peu de switché, temps. ouais, j'ai switché, mais j'avais pas le choix. À un moment donné, comme on disait, Mm. plusieurs fois, on revient à genoux. Mais le problème, c'est qu'on se relève. Et je crois que si le divin, l'amour que nous sommes, ou ce que nous sommes, parce que c'est pas ce que nous sommes qui nous met à genoux, c'est nous qui nous Ouais. mettons à genoux. Ouais. Eh bien, c'est bien d'y rester un peu, en fait, en mode humilité. Ouais, ouais. Avec le recul, Ouais. on peut dire ça. Quand on a les deux genoux à terre, pas la même. Effectivement, on ne demande qu'une chose, c'est d'en sortir. Et c'est légitime. Franchement, je crois que ce chemin, il est pour toujours. Hein. Je pense que la thérapie s'arrête un jour. Ça, c'est évident. Ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Moi, ça m'a apaisé de savoir ça. Ouais. La thérapie, elle s'arrête un jour. Mais ça ne veut pas dire que le cheminement s'arrête. Ok. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière seconde, on peut avoir encore les deux genoux à terre et c'est OK. C'est juste qu'après, on s'identifie peut-être plus, peut-être moins à la douleur que ça représente. Ouais, ouais. Peut-être qu'on se dit, bon, allez, Ouais. ça saigne un peu, c'est bon, t'inquiète. Donc, il décide de rester avec vous. Lui, Ouais. il prend la décision de Oui, rester avec vous. Vous acceptez? Non, on décide ensemble. Là, on a rééquilibré. Et c'est en mode, OK, bon, bah maintenant, on peut commencer quelque chose. Mais moi, j'ai plus ce besoin-là, en fait. Ok. C'est en mode, bon, bah maintenant, j'ai compris que c'est... Ce que je veux, en fait, c'est l'amour. Ça y est, j'ai compris. Marc m'a dit ce qu'était l'amour. Et en tout cas, il m'a montré ce qui n'était pas l'amour. Et donc, du coup, j'ai compris que j'avais pas d'autre choix, en fait, et que d'étudier, en fait. Et j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à être mentorée sur ce que n'était pas l'amour. Pour, en fait, laisser place à l'amour que je suis, que nous sommes et que nous avons toujours été. Vous vivez de quoi, cet instant-là, de ce cheminement-là? C'est-à-dire? C'est-à-dire que pendant toute cette période où vous cheminez, justement, sur la façon dont vous viviez de quoi? C'était parce que Géraud est arrivé avec un sac à dos, donc il ne travaillait pas. Ouais. Moi, j'étais en arrêt à la banque et j'avais une visibilité que d'un mois à l'autre, en fait. Donc, j'étais en arrêt un mois. Et en fait, tous les mois, j'étais en mode, je sais pas comment on va faire le mois prochain, en fait. Et c'est à ce moment-là que la peinture est arrivée dans ma vie, parce que c'était 6 mois avant le burn-out. Et je me suis dit, je vais vivre de la peinture. Donc, j'ai commencé à lancer la peinture avec Géraud. On a été dans le monde entier quand même, on a exposé, tout ça. Et j'en parlais à mon médecin. Je lui disais, mais est-ce que j'ai le droit de peindre? Est-ce que j'ai le droit d'exposer? Bah oui, parce que j'étais en arrêt maladie. Il me dit, est-ce que ça vous fait du bien? Je dis, bah oui. Il m'a dit, le burn-out, c'est la seule maladie qui demande à ne plus être en lien avec son emploi. Et voilà, vraiment d'être là-dedans. J'ai mis presque 1 an à accepter que j'étais en burn-out. Parce qu'il faut préciser quand même que le burn-out touche des personnes qui ont de hautes aspirations, qui sont très engagées dans leur entreprise et qui sont complètement déçues par leur entreprise. Ils sont broyés par le système alors qu'ils ont envie d'œuvrer là-dedans. Et moi, c'était hors de question de non, je suis en burn-out. En plus, j'ai fait burn-out et bore-out puisque je m'ennuyais au travail. Et donc, c'était de mois en mois. Et à chaque fois, comme j'étais mentorée en parallèle, c'était la notion de foi absolue. Toujours avec ce Marc? Alors, il y avait Marc Sarenkov et il y a eu aussi Younous Jonas, donc qui s'est manifesté dans notre vie aussi. C'était vraiment 2 mentors qui sont apparus comme ça et qui nous ont mentorés en fait pendant plusieurs années. Mais pendant cette période-là, parce qu'il faut savoir que j'ai été en arrêt maladie pendant presque 4 ans, ça n'existe même pas, je crois, dans le truc. Et j'ai vécu miracle sur miracle. Donc, quand on parle d'un courant miracle, c'était vraiment miracle sur miracle, mais jusqu'à la dernière minute. Et ça m'a demandé vraiment à chaque fois de dire, OK, le mois prochain, on ne sait pas. Le mois prochain, si... Et c'était vraiment, on n'aura plus de revenus. Et quand j'ai commencé la peinture, bizarrement, mon premier tableau s'est vendu 5 000 €. Donc, je me suis dit, OK. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Je suis une banquière à la base. Qu'est-ce que vous peignez? C'est rentable. En fait, je canalisais, mais je ne savais pas à la base que je canalisais. Et les gens, quand ils voyaient mes tableaux, ils me disaient « Ah, c'est bizarre », parce que j'écris, en fait, c'est de l'écriture arabe, mais abstraite. Donc, c'était de la calligraphie arabe abstraite. Pour moi, c'était facile, en fait. J'écrivais, et puis je ne savais pas ce que j'écrivais. Je connaissais les lettres, mais j'écrivais des choses. Et puis les gens, ils voyaient mes tableaux, ils pleuraient devant. Il me disait, mais tu l'as peint à quelle heure? Mon premier acheteur, c'était ça. Il m'a dit, tu l'as peint à quelle heure? Je dis, je sais pas, il devait être 3 h du matin et tout. Ok, d'accord. Et tu sais ce que ça veut dire? Et je dis non. Et il me dit, moi, je sais. Il me dit, tu sais quoi? Je vais l'acheter. Il me dit, parce que toi, tu n'en connais pas la valeur. Mais il me dit, dans quelques années, en fait, il sera multiplié par X. Je dis, ouais, achète-en, on verra. Déjà, commence par l'acheter. Et il l'a acheté, il m'a dit, combien t'en veux? Je dis, je sais pas, j'ai reçu l'information, c'était 5 000. Je dis, 5 000. Je fais le catalogue, j'avais plein de tableaux, il a choisi celui-là, 5 000, ok. Et donc, il m'a dit, ok, pas de problème. Il m'a dit, de toute façon, il est déjà rentable. Et donc, j'en ai eu plusieurs comme ça.
Incroyable. Et je me suis dit, waouh, ok. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la première femme qui m'a dit que j'étais médium. Et dans ma culture d'origine, médium, c'est juste pas possible, quoi. Et j'ai vécu plein de miracles où je voyais effectivement que, comme par hasard, ce que je peignais, et au moment où je le peignais, en fait, c'était les mêmes couleurs. Donc j'ai compris en fait que je peignais en avance, ou que ce que j'étais, enfin, il y avait un truc qui était bizarre. Donc j'avais les informations à l'avance de ce que je peignais allait se produire. Donc, et pareil pour les propriétaires des tableaux. En fait, il y a eu tout un cheminement comme ça au niveau des tableaux et ça a été incroyable. C'est comme ça que j'ai rencontré le cheikh de Dubaï. Enfin, on a vécu des trucs miracle sur miracle, quoi. Mais c'est inexplicable, quoi. Comment c'est Jairo, on le dit Géraud. Géraud, pardon. Ouais. Il est dans le calendrier. G-E-R-A-U-D. Ouais. Comment Géraud il appréhende tout ça? Parce que lui, il vient de nulle part pour le coup. Oui. Voilà, bon. C'est un miracle aussi. C'est un miracle aussi. Comment il voit votre éveil spirituel, l'évolution, le concret, la vente des tableaux. Enfin, c'est un changement considérable pour lui. Non, il y a participé et je pense que il s'est laissé guider parce que lui aussi, il était arrivé au bout de son business plan, quoi. Donc lui, c'est pareil. Sa hantise, c'était se retrouver dans un pavillon de banlieue, marié avec un enfant, quoi. C'était la mort. Du jour au lendemain, il se retrouve dans un pavillon de banlieue avec femme et enfant, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc il comprend qu'il résiste pendant à peu près 18 mois. Mais la seule question qu'il se posait tout le temps, c'était tous les matins, il se disait, est-ce que je suis heureux? Et comme la réponse était oui, donc... Qui vous dit que vous êtes médium? Qui met le premier mot dans votre vie? Qui installe ce premier mot dans votre vie? C'est une femme qui s'appelle Naïma, que je rencontre un soir. Et c'était pendant le week-end, justement, où j'allais... Quand je découvre que je suis médium, c'est là où j'atterris à l'hôpital. Donc, et elle me dit, à un moment donné, elle me regarde, elle me dit, bon, t'es médium, tu vas écrire un livre, il va être best-seller. Elle m'a dit, t'as un homme qui est à côté de toi tout le temps. Ça s'écrit, son prénom, et elle commence à me lister les lettres. Et elle me dit, il y a une femme qui est à côté de toi, qui se balade tout le temps à côté de toi. Et elle me dit ça dans la foulée. Donc moi, je panique totale, quoi. Je dis, attends, une femme qui se balade à côté de moi. Bon, je découvrirai plus tard que c'était ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Donc ça va. Et c'est un choc. Et la deuxième, c'est 3 jours plus tard, je crois, qui, pareil, a acheté un de mes tableaux. Elle est venue à ma première expo, qui était dans la même foulée. Et elle achète mon tableau et elle me dit bon, je l'ai acheté, j'ai un message pour toi. Elle m'a dit, tu n'as pas que de la peinture dans les mains. Elle m'a dit, t'as autre chose. Elle m'a dit, bon, je vais te le dire cash. Elle m'a dit, t'es médium, mais aussi, voilà, il y a de la guérison dans tes mains, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris que les tableaux aussi avaient un pouvoir de guérison, que le livre avait un pouvoir de guérison. Enfin, tout ça, quoi. La notion de toucher les cœurs. Je pensais qu'il fallait toucher les gens, donc j'étais en galère, je les touchais, il se passait rien. J'étais naïve. Je viens, je te touche. Et puis non, ça n'a pas marché. Comment est-ce que vous accueillez tout ça? Est-ce que ça vous semble complètement abstrait? Est-ce que ça vous semble absurde? Ou alors, véritablement, ça vous parle et ça ouvre une porte qui va définitivement vous rééquilibrer? Non, c'est un enfer. Hein. C'est un enfer. Ça demande un vrai coming out. C'est-à-dire que dans ma famille, tout ça et tout, dans la culture d'origine, on n'en parle pas du tout. Hein. C'est vraiment très blasphème. On n'approche pas de ça ni de près ni de loin, quoi. Et ça m'a demandé plusieurs mois, plusieurs années pour pouvoir vraiment dire ok, non, c'est bon. On est tous médiums, guérisseurs, tout va bien. Dieu n'est qu'amour. Tu vois, maintenant j'en ai la certitude parce que j'en ai fait l'expérience. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est tagué de mentor et pas de coach. Parce que mentor, c'est la notion de vraiment je ne peux partager que l'expérience que j'ai vécue. Et d'ailleurs, il y a un homme comme ça qui avait fait, c'était mon premier gros client, parce que j'accompagne des personnalités, célébrités, et lui c'est un homme d'affaires. Et il avait fait des ashrams, il a fait plein de trucs et tout, et c'est son frère qui lui a offert ma presta. Il fait ouais. Moi à l'époque c'était énorme, je crois, c'était 1500 € le week-end. J'étais, je me suis dit waouh, 1500 €, qu'est-ce que je vais pouvoir lui livrer? Et il est venu et il m'a écouté il m'a posé plein de questions pendant plusieurs heures. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, quoi? Parce qu'à mon avis, il en sait beaucoup plus que moi. Et il m'a posé une seule question véritable. Vraiment, c'était pas la même vibration. Il m'a dit, Anissa, tout ce dont tu me parles là, est-ce que tu en as fait l'expérience? Je lui ai dit, bah oui. Je dis, c'est logique, je pourrais pas te parler d'un truc. Si je l'ai lu dans un livre, c'est bien, mais il faut que j'en fasse l'expérience. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Et c'est là, il m'a dit, ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Il me dit, parce que moi, tu vois, ça fait 20 ans que je chemine. Ça fait 20 ans que je fais des ashrams. Ça fait 20 ans que je lis des livres. Et je n'ai pas vécu ce que tu as vécu concrètement. Il me dit, et c'est ça que je cherche.
Et je lui dis, c'est parce que pour l'instant, tu n'incarnes pas pleinement ce que tu es, parce que ça reste bloqué d'un point de vue mental. Et que tu le cherches, en fait. Et tu peux le comprendre avec ton mental. Après, il faut que ça redescende. Et pour que ça redescende, il faut que tu acceptes de lâcher, en fait, certains espaces. Et ça, c'était pas possible pour lui parce que, ça compromettait trop de choses dans sa vie. Et maintenant qu'il le savait, je lui dis, bon, maintenant, tu sais que tu lâches pas juste parce que, voilà, il y a ça derrière. Mais au moins, tu sais le chemin. Si un jour, tu as envie de vivre l'expérience. Est-ce que toute cette période de, de- de prise avec les démons dont vous parlez là en permanence, que vous avez vécu toutes ces années, à partir du moment où vous avez mis un mot sur ce que vous êtes véritablement, sur ce que vous incarnez véritablement, tout ça s'estompe? Ouais, c'est hyper fort. C'est. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un espace sans espace. Et ce qui est drôle, c'est que je m'attendais à vivre une paix intérieure. Mmh. Parce qu'on parle de paix intérieure, tu sais, et tout. Alors qu'en réalité, c'est pas ça, en fait. C'est au-delà de la paix. C'est un espace dans lequel il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a rien. En fait, il y a tout. Et ça, je l'ai appelé l'amour, moi. Je dis, nous sommes l'amour qui faisons l'expérience de l'amour par amour. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, tout ce que je vis, même quand c'est inconfortable, et Dieu sait qu'il y en a des moments qui sont inconfortables encore, et ben, c'est OK, quoi. C'est de l'amour. Okay. C'est de l'amour. Mais en fait, souvent, je vais vivre l'expérience de la croyance du manque d'amour pour me ramener à l'amour. Mais maintenant, je sais, on parlait de colère, je comprends que je n'ai pas besoin de passer par cette case-là pour revenir à l'amour que je suis. Et ça, c'est chouette. Parce que du coup, c'est très drôle. On se marre beaucoup. Hein. Même si c'est pas drôle. Plein de fois, c'est pas drôle. Évidemment, évidemment. Il y a des situations qui sont tellement... Bien sûr. Et c'est chouette parce que ça règle tout. Mais ça demande énormément de discipline, de connaissance, de conscience de soi, de courage, de vérité. Elle fait très très mal, cette vérité. D'accepter de regarder en face qui on est. Qui on est, oui, mais surtout qui on n'est pas et auquel on est attaché. C'est ça qui est difficile et c'est ce qui fait que c'est douloureux. J'ai pas envie de voir cette vérité-là parce que cette vérité-là, mon ego, ça l'arrange. Et c'est le truc qui a changé ma vie, c'est quand on m'a transmis les outils de connaissance des mécanismes qu'utilise l'ego, mécanismes d'évitement de la souffrance, en apparence, qui font que je reste dans mes névroses parce qu'en réalité, je les aime. Et ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est juste, je continue à nourrir mes névroses parce que ça arrange mon ego. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que derrière, en réalité, aujourd'hui, on pourrait tous vivre la richesse, l'abondance financière, l'abondance amoureuse, tous, absolument tous. J'ai mis des années à le dire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Ouais, t'es marrante, toi. Hein. C'est bien beau. Ouais, t'es une ancienne bancaire, tu fais ta relation avec Géraud, etc. » Je fais « Non, t'inquiète, je sais. Hein. Parce que moi, je l'ai eu, hein, ma carte bloquée. Hein. Donc, on ne va pas me dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. D'accord ? Mais qui a le courage, à un moment donné, d'aller recevoir des vérités qui font mal et de dire, OK, cette vérité-là, elle est authentique. Parce que 99% des gens que je rencontre ne veulent pas entendre cette vérité. Parce que leur ego est attaché à ça. C'est beaucoup plus facile d'être une victime. Je ne parle pas de victime, je parle plutôt de son statut de victime. Je ne parle pas de celles qui doivent être reconnues en tant que victime. Parce qu'il y a des gens qui doivent être reconnus en tant que victime pour pouvoir lâcher leur statut de victime. Mais je parle du truc dans lequel je me complais. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus facile de rester attaché à la colère. Confort. Par confort. Confort. Parce que faiblesse, je crois qu'au contraire, beaucoup de courage pour rester dans ses névroses. C'est beaucoup plus difficile, finalement, c'est beaucoup plus facile de vivre l'amour, mais ça demande beaucoup plus de courage. Mais c'est plus confortable de rester dans ses névroses. Parce qu'on connaît, on maîtrise. On est diplômé d'Harvard de nos névroses, parce que notre ego a tout intérêt en fait à continuer à se nourrir de ces espaces-là.
Et comme ça, on reste bien en fait dans le malheur et tu vois, ça marche pas. Hein. T'as vu, hein. Alors qu'en vrai, de ce que j'ai découvert et ce que j'ai expérimenté, c'est que dès que je me connecte en fait à cette vibration de l'amour, mais vraiment à des niveaux de conscience qui sont impossibles parfois à atteindre avec le mental, et c'est ça qui est compliqué, la facilité avec laquelle ça vient, mais tout, l'argent, la beauté, l'amour amoureux, les enfants. J'ai accompagné des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et à un moment donné, je dis bon, en réalité, je veux pas en fait, on le sait. Alors que c'est des gens qui ont fait des parcours pour avoir des enfants, qui sont douloureux. Hein. Puis au bout de la 3e grossesse qui marche pas, et en plus ils en parlent et tout ça et tout. Puis je dis bon, allez, on y va. Hein. Tu veux pas, t'es attaché au fait de pas vouloir. Sans jamais se substituer à un avis médical. Alors toujours, moi je suis fan de la médecine holistique avec la médecine classique que je trouve merveilleuse. Moi-même, j'ai recours, j'ai des amis, des gens qui font mes formations, qui sont médecins et qui viennent compléter avec ça pour avoir vraiment, je trouve que c'est une merveille. Et c'est aussi une médecine qui vous a sauvé la vie. Complètement, complètement. Et moi, je suis complètement ouverte à ça. J'ai eu 2 césariennes. Enfin, je suis en amour avec les médecins et je leur dis à chaque fois. D'ailleurs, ils me prennent un peu pour une tarée quand j'arrive dans les hôpitaux. Mais c'est juste comment je vais vivre ça. Là, j'ai vécu ma 2e grossesse. J'ai pris une suite quoi, dans une clinique. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais je l'ai juste manifesté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tout est vraiment OK. On n'a pas besoin de choisir. C'est ça et ça. C'est Franck Lobvé qui dit toujours ça et j'adore ce trait d'union. Il dit on n'a pas besoin de choisir. Nous avons ça et ça. Et la médecine classique est une bénédiction et elle va encore s'améliorer. C'est juste qu'elle a aussi ses limites et qu'aujourd'hui on en est arrivé à travailler main dans la main avec quelque chose de beaucoup plus global. Parce que sinon, dans la médecine classique, malheureusement, ce qui est un peu peut-être difficile, c'est que souvent on s'attaque à la fin, c'est-à-dire, alors que bon, bah, si on ne s'attaque pas, et encore le mot attaquer n'est pas bon, si on ne s'intéresse pas à l'origine de la problématique, elle se renouvelle d'une façon ou d'une autre par un autre biais. Qui s'adresse à vous aujourd'hui? À qui parlez-vous? À qui vous adressez-vous? À plein de gens. Principalement, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'avoue, j'ai cœur à partager tout ce que je reçois. Dès que je reçois quelque chose, je le partage et je fais beaucoup d'accompagnement en live pour montrer aussi qu'on peut tous le faire et qu'une guérison peut être immédiate. Un courant miracle disait la guérison est immédiate mais elle prend du temps. J'adore. Et j'accompagne beaucoup maintenant off parce qu'on a une école, on a monté une école avec Géraud pour pour les femmes et pour les hommes. Il y a l'école des initiés pour les hommes avec Géraud. Et en parallèle de ça, on a créé un concept qui s'appelle la conciergerie spirituelle privée. Oui, donc ça, c'est un truc génial qui est plutôt pour tout ce qui est chef d'entreprise, plutôt des personnalités, des célébrités. Parce que j'ai été guidée vers ça et j'ai beaucoup résisté. Parce que je faisais des méditations il y a peut-être 5-6 ans. Et je disais, voilà, je veux les millions, je veux les millions, je veux les millions, je veux l'amour, voilà, tout ce qu'on demande en général. Et en milieu de méditation, en permanence, on zappait mon film et on venait me montrer en fait que j'étais des personnalités, des célébrités qui venaient me voir, mais en off. Des gens qu'on connaît tous? Des gens qu'on connaît tous. Alors, il y en a dans le milieu, bien évidemment, mais il y en a d'autres qui sont très connus, mais mainstream, et qui venaient me voir en off, en fait. Et je disais, pourquoi moi j'irais voir, pourquoi ces gens-là viendraient me voir, quoi. Et en fait, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés aussi, et que c'est une autre vibration, et qu'il fallait que moi, en fait, aussi, j'accepte cette vibration-là. Et j'ai résisté pendant plusieurs années. Sauf que c'est quand même venu à moi, hein, je veux dire, et vraiment c'est venu sur mon chemin. Et je me parce suis que dit, vous pensiez que vous n'étiez pas légitime à faire ça? Parce qu'il y avait une problématique entre spiritualité et abondance financière. Okay. C'est un vrai sujet. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est un vrai sujet, mon Dieu. Quelle est votre position par rapport à ça d'ailleurs? Moi je suis très claire. Je suis très à l'aise avec le fait que nous sommes l'abondance. Donc soit on sera l'abondance du manque, simplement, soit on sera l'abondance de l'abondance. Donc moi j'ai choisi. Donc comme nous sommes l'abondance, je vais choisir l'abondance de ce qui est. Donc je suis très à l'aise avec l'argent, je trouve que c'est un moyen, d'accord. Et on est dans un monde, si on a envie de faire des choses, si on a envie de créer des écoles, moi j'ai plein de rêves, hein. J'ai envie de créer des maisons de naissance, j'ai envie de créer des écoles, j'ai créé l'école des artisanes, et je partage et je dis oui, osez réclamer ce qu'il y a de meilleur, parce que de toutes les façons, nous sommes l'amour, donc on est venu vivre ce qu'il y a de meilleur, point à la ligne. Il n'y a que nos croyances qui font que nous vibrons l'abondance du manque. Ça a été une révélation, ça.
C'est dire aujourd'hui, je suis à moins, à l'époque j'étais à moins 5 000 € sur mon compte, et mon mentor, il m'a regardé, il me fait oui, tu es dans l'abondance du manque. Je fais ah waouh. Je fais ça, c'est. Et donc si je suis dans l'abondance du manque, bah, je peux être dans l'abondance de l'abondance en plus, ça marche. Bien sûr. L'univers se contrefout si c'est en plus ou en moins. Parce que c'est un vrai sujet, ça. Hein. Ah, La spiritualité et la dimension, parfois, du business de la spiritualité, c'est quelque chose qui est... Et vous savez, on le voit même par rapport à la chaîne. C'est-à-dire que vous avez des gens... C'est une chaîne gratuite, certes, mais il y a des programmes, évidemment, que l'on propose en payant. Mais on se prend les foudres de guerre de gens qui me disent, mais enfin, comment vous pouvez... voilà. scandaleux. C'est absurde. Je comprends parce qu'on est tous bercés par les croyances, hein, et puis on a vécu plusieurs vies aussi. Hein. On a été brûlés sur le bûcher plusieurs fois. À un moment donné, l'alliance argent, cupidité, l'utilisation qu'on en a fait avec notre ego fait qu'on en a très très peur, donc il faut le garder à distance parce qu'il peut venir pervertir. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que l'argent, c'est comme l'eau, ça circule, point à la ligne. Hein. Je veux dire, on est dans un monde qui est fait où il y a des échanges comme ça, des équilibres, et dans les deux sens du terme, et c'est logique à un moment donné en fait. Moi j'adore payer des services, trop bien et tout, dis-moi ce que je peux acheter, ce que je peux investir, j'adore des artistes, j'achète tes tableaux, enfin c'est logique pour moi, mais j'ai mis des années à faire ça, parce que pendant un moment je me suis dit si je donne de l'argent, si j'achète quelque chose, je perds quelque chose. Donc il y a vraiment ce côté limité en fait, et justement je crois que la spiritualité aujourd'hui, elle est là aussi pour nous rappeler ce que nous sommes véritablement dans notre abondance. Et si on a encore, si ça frotte encore, et c'est mon cas encore parfois à certains endroits au niveau de l'argent, ou même quand les gens viennent critiquer mes tarifs, parce que j'ai été mentorée là-dessus. Et mon Dieu, moi, c'est pas des foudres que je me suis pris, c'est vraiment des missiles. C'était en mode, ah ouais, ok. Non, bah, c'est juste que c'est pas assez de vibration que je vibre, bah, je vais plus haut. Ce n'est ni bien ni moins bien. Et c'est une femme qui m'a accompagnée là-dessus. Elle m'a dit, tu sais, Anissa, peut-être que ce que tu vas délivrer, un autre thérapeute le délivre pour 60 € de l'heure. C'est pas un problème. C'est juste que toi, c'est pas ta juste place. C'est tout. Et ça n'enlève rien à la valeur. Et surtout, l'argent n'est pas indexé à ta valeur. C'est ça qu'on mélange aussi. D'accord? Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, je me dégage de plus en plus. Parce que d'ailleurs, la conciergerie fonctionne très bien. Parce que les gens, ils viennent et ils ont accès 24 heures sur 24 à ce mindset-là. Et à un moment donné, c'est logique. Ils ont déjà le mindset d'investir en soi. Une notion d'investissement. Oui. Et ça donne aussi une indication sur le mindset que j'ai au niveau de l'argent. Si à un moment donné, je ne suis pas capable d'aller mettre 5 € dans un abonnement de chaîne que j'adore et qui m'apporte de la valeur, enfin, quel genre d'image j'ai de moi-même sur la valeur que je me donne. Et c'est vraiment OK. Mais ça demande vraiment à un moment donné à se décorréler, à se désidentifier en fait de cet ego qui adore récupérer ça. Parce que franchement... l'enfer est pavé de bonnes intentions. Depuis que j'ai appris les mécanismes d'évitement de la souffrance de l'ego, il est bien partout. Bien partout. Et surtout dans la spiritualité. Hein. Il est en mode, ah ouais, mais non, mais c'est bon. D'accord? Moi, j'assume. Je suis positionnée, j'adore ça, j'aime le luxe, j'aime le beau. Et je suis vraiment assumée là-dedans. Et je trouve que Dieu, l'amour, aime le beau. Enfin, franchement, je veux dire, les gens sont beaux. Ce qui est magnifique, c'est qu'en 3 minutes, vous avez résumé 30 ans d'une vie. Ah, merde. Non, je veux dire, vous avez résumé 30 ans de votre expérience de vie, de vos douleurs et de ce que vous avez vécu, en fait. Parce que le résumé de votre vie des 30 premières années, c'est ça, en fait. Clairement. Vous avez le droit d'aimer ce que vous avez envie d'aimer, quoi. Clairement. Et de vivre tel que vous avez envie de vivre. Oui, à partir du moment où c'est fait en conscience. En conscience. Ouais. Et comme nous sommes la conscience qui faisons l'expérience en conscience de la conscience que nous sommes, c'est là où c'est chouette. C'est là où je peux dire, oh, mais d'accord, mais je peux aller mettre une robe sublime et puis ce soir, voilà, c'est parce que je m'en amuse. Mon personnage, je peux le décorer, je peux m'en amuser. C'est chouette. Alors aujourd'hui, vous proposez donc, on a l'école des artisanes. Juste un mot, ça se passe de quelle manière pour les femmes, visiblement, donc, de quelle manière ça se présente? C'est en digital, c'est sur 3 mois. Et je donne vraiment tous les outils de base que j'ai reçus. C'est-à-dire, je dis, voilà, vous avez les outils, après, il faut pratiquer. Voilà. Et ça se fait à distance parce qu'on n'a pas forcément besoin de se voir. Et j'ai condensé les 8 dernières années, voilà, sans compter tout ce qu'il y a eu avant, dans des outils qui sont hyper concrets, parce que c'est ça qui m'échappait beaucoup. C'était en mode la spiritualité, mais concrètement, on fait comment?
D'accord, l'abondance financière, le couple, parce que les gens viennent beaucoup nous voir pour le couple avec Géraud. Mais concrètement, ça se passe comment? Pourquoi c'est que pour les femmes? C'est parce que je me suis rendue, parce que ça aussi, c'est une guidance qu'on m'a donnée. On m'a dit, tu vas accompagner des femmes, et moi, je me suis dit, non, je vais accompagner les âmes. Sauf que j'avais loupé le fait que mon personnage était complètement dans son masculin. Ouais. Et qu'être une femme, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Hein. Je pensais qu'il suffisait d'avoir un corps de femme, des attributs de femme pour être une femme. Alors pas du tout. J'ai compris que mon personnage avait aussi choisi d'être une femme et de découvrir ce qu'être une femme allait me permettre aussi de découvrir qui je suis véritablement, c'est-à-dire l'amour. Donc le personnage, il a sa raison d'être aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, bon, bah, c'est les femmes qui sont venues me voir en majorité. Sont beaucoup avec des sensibilités du Maghreb, mais pas que. Il y a vraiment tout type de femmes. Et donc, je leur transmets concrètement un processus des mécanismes de reconnaissance qu'utilise l'ego, des mécanismes d'évitement de la souffrance qu'utilise l'ego, en leur, bien évidemment, pour faire en sorte qu'on ne souffre plus, mais en vrai, on souffre 2 fois plus puisqu'on continue à nourrir l'ego. Donc, on étudie ça pendant 3 mois et c'est un mécanisme qui est très précis. Et au terme des 3 mois, elles savent reconnaître en fait si c'est leur ego ou pas. Ouais. Et ça, c'est la clé, c'est la pépite. Parce qu'une fois que je reconnais mon ego, j'ai le choix de continuer à le nourrir ou pas. Absolument. Et c'est là où les miracles s'opèrent. Et ça n'existait pas concrètement en fait. La grande difficulté, effectivement, c'est d'identifier ça. L'ego ou pas l'ego. Qui parle là à cet instant? Exactement. Ta réaction se fait en fonction de quoi? De l'ego ou parce que véritablement, intrinsèquement, c'est ce que tu ressens? On ne sait pas souvent faire la différence entre l'ego et ce qu'on ressent véritablement. Surtout que le ressenti est traître. Parce qu'il fait partie des 5 sens et les 5 sens sont récupérés par l'ego. Donc, et c'est toute la difficulté, c'est d'aller utiliser le mental pour avoir cette connaissance et être en conscience jusqu'à pratiquer cette discipline. Ce qui est bizarre, hein, c'est de faire pour ne plus faire, hein, parce que c'est difficile de dire il n'y a rien à faire. Moi, j'ai essayé pendant 3 ans et il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, il y a bien quelque chose à faire. Et c'est ça le mouvement, parce qu'on aime le mouvement. Et donc, une fois que je sais repérer l'ego, je me désidentifie de l'ego. Donc, je peux m'observer, même si on a l'impression qu'il y a une séparation comme ça. Et réagir. Et je peux en fait dire, OK, là, soit je choisis, il y a le bien et le mal, ils sont au même endroit, le paradis et l'enfer. Et je peux réagir ou ne pas réagir. Et bien, ces deux-là, je les accepte en moi. Et quand je les accepte en moi, totalement, c'est ça l'objectif, et bien là, je sors de la dualité et j'arrive dans l'espace de ce qui est, c'est-à-dire l'amour. Et c'est là où c'est plus que la paix. Mais ça demande d'abord de reconnaître ça, de réunir ça. Et parfois, l'ego, il n'aime pas. Hein. Donc, dans l'école des artisanes, c'est l'initiation, elle est comme ça. Et puis, je leur dis surtout, allez bien au bout du process. Comprenez bien cette histoire de l'ego, c'est là. Et les mécanismes, c'est douloureux. Hein. Donc, elles sont courageuses. Hein. Ouais. Elles sont super courageuses. C'est fou parce que je me souviens du début de cet entretien où vous parliez de vous petite en disant « moi, tout ce que je veux, c'est l'amour oui. ». Sauf que pendant toutes ces années, vous n'aviez pas identifié cet amour-là. Or, aujourd'hui, vous savez ce que c'est pas juste la relation avec un homme que vous pourriez avoir ou un petit copain de l'époque. Non, non, là, c'est l'amour avec un grand A. Et vous l'avez trouvé aujourd'hui. Oui. C'est un amour spirituel puissant. C'est ce qu'on est. C'est quelque chose de tellement simple. En fait, c'est ce qu'on est. Et Byron Katie, elle dit aimer ce qui est. Je viens juste de comprendre ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, aimer ce qui est, c'est je vais aimer Marc tel qu'il est. En fait, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas à aimer Marc tel qu'il est. Parce que si je ne m'entends pas avec Marc, je ne m'entends pas avec lui, on ne sera pas amis, et puis c'est tout. Ouais. Aimer ce qui est, c'est aimer l'amour qu'est Marc. Donc, le personnage, j'ai envie de dire, je l'aime, je l'aime pas. J'ai le droit de ne pas l'aimer, je m'en fous en fait, royalement. Par contre, c'est m'entraîner à véritablement être en lien avec l'amour que nous sommes en permanence dans tout ce qui est. Et c'est ça, aimer ce qui est. Et pour ceux qui sont arrivés à ce degré-là, parce qu'il y a différents degrés de conscience, c'est magnifique. C'est pas du tout naïf, au contraire, c'est très ancré, très concentré, très profond, dans une simplicité incarnée, puisque tout ce qui est. Et il est partout. Et donc, c'est ça l'amour que nous sommes. Et pour moi, nous sommes tous venus pour faire ça, tôt ou tard. Parce que sinon, en fait, c'est ça que les gens cherchent dans le lâcher-prise, dans le zen. Nous, on déteste ça avec mon mari. Hein. Lâcher-prise, zénitude, ça, il ne faut pas nous en parler. Hein. Rien dire, d'accord. Et puis, on sent qu'en vibration, c'est du bullshit, mais fini, quoi. Donc, venez, on est honnête et on se dit la vérité, quoi. Donc, on arrête
de mettre de la chantilly sur quelque chose qui est foireux dès le départ. Et on a le courage. Non, mais ça, c'est foireux, complètement foireux quand on se dit la vérité. Et donc, une fois qu'il y a ça, et c'est la grande force de mon mari, c'est que souvent, elle me dit, bon, ben maintenant, on peut s'aimer. Parce qu'il faut avoir du courage à un moment donné pour dire, un jour, j'ai dit ça à mon mari pour la petite soirée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je t'aime? Et il m'a regardé, il m'a dit, vraiment? Et je lui ai répondu, non. En vrai, je crois que je ne t'aime pas. Je crois que je viens juste de te dire ça pour me rassurer moi. Et je lui ai dit sur ce ton-là, je crois que je t'aime pas. Donc à ce moment-là, je sais que notre relation risque de se terminer, quoi. Parce que si je dis que je l'aime pas... Et il m'a regardé, parce que forcément, c'était un ange, cet homme. Et il m'a regardé, il est très authentique. Et il m'a dit, maintenant, on peut s'aimer. Il m'a dit, parce que ça, c'est honnête. Mais qui ose dire ça? Qui disait, comme tu as dit, je t'aime tellement que je te quitte? Mon œil, ouais. Si tu m'aimes, reste. Non, mais il faut être authentique. Moi, j'adore mon mari, je suis attachée à lui, quoi. Arrêtez de me mentir. Donc, l'école des artisanes, on a bien compris, avec un parcours initiatique assez puissant. 12 semaines, c'est ça, au total. Vous avez parlé donc de la conciergerie spirituelle privée. Ouais. Ça, c'est mode entreprise, mindset il y a beaucoup d'entrepreneurs, forcément, parce que c'est un autre mindset. Et puis surtout, il y a aussi beaucoup de personnalités de célébrités dedans, parce qu'il y a une notion de discrétion. Ils ne peuvent pas se mélanger, hein, c'est logique, il faut être très discret sur le sujet. Et puis, la force de la conciergerie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'on a remarqué un truc très simple, c'est que quand il y a une problématique, si je dois attendre la semaine prochaine pour en parler à mon thérapeute, tout est juste, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais nous, on aime bien parce qu'on travaille beaucoup sur les mécanismes, on est expert dans les mécanismes. Et donc, on a besoin de voir à un moment donné s'il y a une manifestation de l'ego, qu'est-ce qui vient de se passer, sur quel bouton on vient d'appuyer. Et donc, la personne nous fait un vocal dans le WhatsApp et on peut lui répondre tout de suite ou la rappeler. Qui répond à 3 h du matin? Moi ou Géraud, celui qui est réveillé. Sérieux? Ouais, on peut. Après, on est on n'a pas d'objectif de résultat. On a d'objectif en fait uniquement de process. On est disponible et là, et parfois même des clients, on ne leur répond pas. Et ils le savent, et leur ego n'apprécie pas. Et on leur dit, bah voilà, pendant 3 heures, on ne va pas te répondre. Pendant 3 jours, on ne va pas te répondre parce que là, c'est ton ego qui a envie de se nourrir. Voilà. Donc, mais c'est pas tant la réponse qui compte. C'est démasquer le mécanisme et avoir le courage de le voir. Et puis, c'est vrai qu'on a des gens parfois qui me disent attends, j'ai payé. Et eux, je leur dis bah, justement, on va peut-être augmenter ton tarif. Hein, on va augmenter ta cotisation. C'est comme c'est une conciergerie, après, il y a ils peuvent continuer à maintenir ça, parce qu'après, ils vont se marier, après, ils vont avoir des enfants, après, ils vont devoir grossir au niveau de leur entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le cheminement, c'est qu'en réalité, on est venu pour croître. Donc, d'un côté, on évolue, et de l'autre, il faut se dépouiller. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que d'un côté, OK, c'est bon, j'ai réglé ma problématique aujourd'hui, c'est bon, je suis guérie. Non, non. Ça, c'est le niveau 1. Après, tu vas avoir le niveau 2. L'idée, ce n'est pas de créer de la dépendance ni de la culpabilité. Au contraire, c'est de créer de l'autonomie, vraiment. Et nous, on est en support. C'est bien que la personne, en fait, connaisse le chemin. Aujourd'hui, moi, j'ai encore des mentors. Et tant mieux, parce que je crois qu'il faut toujours des superviseurs. Il faut toujours continuer à aller faire ça. Mais je peux le dire clairement, et j'ai mis des années à le dire. Aujourd'hui, je suis experte dans ce que j'offre parce que je connais le chemin. Comme un guide de montagne. C'est-à-dire, OK, si tu veux faire l'expérience de l'amour, je connais le chemin. Je peux te guider là-dessus sans problème. Mais là où je vais te guider, c'est surtout guérir ta relation à l'amour. Et quand je dis guérir, ce que disait mon mentor, c'est se rappeler. D'accord? Ce n'est pas la notion de guérir parce que tu es malade. Pour terminer, Anissa, vous avez gardé des amis dans la banque? Ouais, je crois que j'en ai encore une, ouais. Qui sait ce que vous faites aujourd'hui? Oui, elle me suit sur les réseaux et tout. De temps en temps, elle m'appelle. Ils doivent halluciner. Oui, ils hallucinent. Après, j'ai vraiment envie de travailler avec de grandes institutions. Ça fait partie de ce que je suis venue vivre. Je ferai des conférences, je pense, sur le burn-out, sur la transformation, sur la productivité aussi. Parce que je crois que l'entreprise est en transmutation aussi. Et qu'une entreprise productive est une entreprise qui est en conscience. Et donc, moi, ça ne me dérange pas, le système bancaire. C'est juste, on change le côté foireux. On va sur vraiment l'abondance qui est.
Et on accompagne tout le monde à vivre cette abondance-là et tout le monde en bénéficie et c'est tout à fait OK. Et je crois que les banques, sincèrement, je dirais, pour avoir travaillé dans une banque, je crois qu'il y a une vraie volonté de servir. Hein. C'est juste qu'ils le font à partir de l'inconscience, parfois de la rentabilité mal placée, alors qu'au final, je pense que les entreprises ont une réelle envie de servir. On voit la bouteille rouge et blanche, là, dont on ne fera pas la pub, ils sont vraiment au service, ils veulent. Hein. Ils veulent que les pays s'enrichissent, ils veulent machin et tout. Je fais, ah ouais, quand même, ils veulent faire du healthy. Ouais, mais à la base, le produit est foireux. Donc, change le produit de base, fais vraiment un produit healthy. Et voilà, après, ça a son sens. Hein, dans notre univers, c'est OK. Hein. Et concernant votre famille, quel regard ils ont aujourd'hui avec l'évolution de leur fille, par exemple, ou de leur... Ils savent. Maintenant, ils savent. J'ai fait une constelle avec ma mère. Je fais une constellation familiale avec ma mère parce que je me suis formée sur les constelles. Je lui ai fait une constelle aussi, c'était très fort. Ils savent, mon père a traversé un moment aussi sur sa santé, on l'a vécu ensemble. On a beaucoup nettoyé notre transgénérationnel comme ça. Je trouve ça hyper fort parce que ce que j'aime dans les parents, et merci aux constellations pour ça, c'est qu'on voit que ça a toujours été de l'amour en fait. On les a choisis pour faire l'expérience de l'amour. Et aujourd'hui, en fait, ils m'aiment vraiment tel que je suis. Par amour aussi, ils m'acceptent totalement. Et moi, je les aime tels qu'ils sont. J'ai arrêté de vouloir les sauver parce que j'ai repris ma place. Et voilà, après, quand je retourne chez eux, Anissa, j'ai 9 ans. Je mange des macros, je bois du thé. Voilà, c'est me voir arriver avec mon trait, avec mes trucs. Il me dit, ah bon, voilà, c'est encore un nouveau truc, ok, bon. Mais mon père... Ils sentent bien que vous êtes heureuse et que vous êtes enfin alignée avec ce que avec vos ils adorent, ils sont très très fiers. Mon père, il me le dit, il me dit, tu me surprendras toujours. Et parfois, il me dit ouais, c'est bien ce que tu fais. Ma mère aussi, j'ai voulu abandonner les artisanes à un moment donné parce que c'était trop dur à porter comme projet. Et elle m'a dit, surtout, t'abandonnes pas. Hein. Elle m'a dit, il est hors de question que tu abandonnes ces femmes, en fait. Elle m'a dit, je suis pas d'accord. Elle m'a dit, ce que tu fais, c'est bien et tout. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai mis des années à guérir ma relation avec ma mère. Et le fait qu'elle me dise ça, j'ai compris qu'elle parlait d'elle, de moi et de la Anissa d'il y a 10 ans, en fait, que j'aurais aimé, à qui j'aurais aimé offrir l'école des artisans en disant ouais, et moi j'aurais... Je l'ai dit, hein, j'ai dit, si à l'époque j'ai mis 30 000 € dans mes travaux, si l'école des artisans elle avait existé, j'aurais pas hésité une seconde, mais tout le monde n'est pas fait pour l'école des artisans et l'école des artisans n'est pas fait pour tout le monde. Merci infiniment, Anissa. Vous êtes assez atypique. C'est assez formidable de vous entendre. Je trouve que vous avez un parcours de vie qui est incroyable. Vous avez on sent que vous êtes réconcilié avec vous-même, en fait. Je sais juste l'amour que nous sommes. T'en as qui est relou. Toujours pareil. Non, mais c'est en boucle hein, chez Anissa. Ouais, il n'y a rien d'autre. Bah oui, bien sûr. Il n'y a rien d'autre. En fait, réconcilier avec soi-même, c'est juste se rappeler qui nous sommes véritablement. Et ça apporte beaucoup de joie. Et ça n'empêche qu'on vit le quotidien. Mais ouais, j'ai beaucoup de gratitude envers mon cheminement et envers là où je suis guidée avec tout ce que ça comprend. Le livre « Le paradis existe » et c'est vous, tout simplement. Voici un des ouvrages qu'il faut se procurer. Bien sûr, le récit initiatique de 2 flammes jumelles récalcitrantes. Ça, c'est... Voilà. Il n'y a pas de photo de Géraud dedans, non? Vous n'avez pas mis de photo? Non, surtout qu'il est beau. Donc, franchement, il est beau, ça. Il faudra aller le voir sur Internet. Il faut aller le voir sur Internet. Vous suivez évidemment sur les réseaux sociaux Anissa. On va mettre l'ensemble de ces liens pour que vous puissiez avoir des informations sur la conciergerie, par exemple, sur l'école dont elle a parlé tout à l'heure, et puis sur ses réseaux. Merci infiniment, Anissa. Avec grand plaisir. Merci ça a été un honneur. Ouais, un vrai plaisir. Partagez. Merci à tous, vous commentez. Et je pense que ça va l'être, évidemment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.